Bonjour à toutes et à tous, et soyez les bienvenus dans la deuxième partie de mon documentaire dédié à la chute brutale de Bachar al-Assad. Dans la partie 1, j'ai exposé le contexte qui a mené à la guerre civile, ainsi que les acteurs qui sont impliqués dans ce bordel. Et dans la seconde, celle qui va commencer, j'allais vous présenter la situation du 27 novembre 2024. J'ai failli dire la situation actuelle. J'avais oublié que c'était il y a un mois, la vache. J'allais donc vous parler des 11 derniers jours de la Syrie de Bachar al-Assad. Oui, j'ai dit 11, techniquement il y en a 12, mais vous allez comprendre pourquoi. Juste avant de commencer le périple, je voulais vous signaler que presque toutes les sources que je vais citer dans la vidéo viennent de Resitutor Orientis. C'est un compte Twitter qui suit très attentivement le Moyen-Orient et le monde entier. Il vous donne des infos en temps et en heure, alors n'hésitez pas à le rejoindre sur son compte et le financer si le cœur vous en dit. J'aurais pas pu faire la vidéo sans lui, c'est vous dire. Bref, maintenant que le contexte est posé, on peut commencer. Bienvenue dans 11 jours, la chute brutale de Bachar al-Assad. Nous sommes le 27 novembre 2024. En Syrie, la guerre civile dure depuis plus de 13 ans. Elle a fait au total 11 millions de morts. Oula, 11 millions de morts, c'est beaucoup quand même. Elle a fait au total un demi-million de morts et plus de 14 millions de déplacés. Bachar al-Assad, âgé de 61 ans, est le leader incontesté de l'État arabe syrien depuis 24 longues années. Voici à quoi ressemble la Syrie. Oh, oui, elle est moche ma carte, on est d'accord. Mais au moins tu comprends, voilà. En gros, il y a les pro-Assad et les rebelles qui sont coupés en deux. T'as ceux qui sont soutenus par la Turquie et ceux qui sont soutenus par les États-Unis. Voilà, c'est ça que t'as besoin de comprendre. Assad contrôle la majeure partie du territoire, avec ses grandes villes comme Damas, la capitale, Homs, poumon économique du pays, qui relie le sud au nord, mais surtout donne un accès à la mer Méditerranée. Et enfin, Alep, deuxième plus grande ville du pays, reprise par Assad en 2016, après 4 ans et 6 mois de combats intensifs. En mars 2020, un cessez-le-feu est signé entre les différentes coalitions et armées se battant pour la victoire. C'est la dernière grande date importante avant les jours que nous allons voir. Faisons un petit tour des forces en présence. Assad dispose d'une armée très affaiblie après 13 ans de guerre civile, mais il peut toujours compter sur ses alliés, les Russes et les Iraniens. Les Russes ont toujours un pied très solide dans la région, tandis que l'Iran fournit en masse des armes et du renseignement pour combattre les rebelles. Les rebelles, quant à eux, sont toujours là. La Turquie est intervenue militairement en 2019 pour combattre à la fois Daesh et les Kurdes. Les Kurdes soutenus par les États-Unis, qui, comme je l'ai expliqué, sont dans l'est de la région. Donc autant vous le dire tout de suite, la situation est claire. La guerre civile est gelée. En ce matin du 27 novembre 2024. Vers 11h du matin, des rebelles syriens lancent une attaque au nord du pays, à 7 km de la ville d'Alep. Alors ça peut paraître étonnant de lancer une offensive pareille, surtout car l'aviation russe surveille activement la zone. D'ailleurs, ces derniers identifient rapidement les rebelles en question. Il s'agit de l'armée nationale syrienne, soutenue par les Turcs, et surtout l'Ayad Tahrir al-Sham. Pour le moment, l'offensive des rebelles est certes surprenante, mais pas de quoi s'inquiéter. Dans la matinée et l'après-midi, il n'y a rien d'alarmant, on pourrait même dire que c'est habituel. Ce que vous voyez, ce sont des drones employés par les rebelles, fournis par la Turquie. À ce moment, l'artillerie turque bombarde les positions de l'armée de Bachar, et cette dernière, contre toute attente, se replie. Alors ça peut paraître dingue parce que sur les images vous voyez bien que les rebelles ils se déplacent avec des camions et les pro-Bachar avec des tanks, mais ce sont bien les pro-Bachar qui se replient et pas les rebelles. C'est bizarre quand même. Et l'armée de l'air russe n'a pas agi ? Aucun mot, aucun mouvement. C'est ouf quand même. Bon, il est évident que c'est grâce au soutien de l'artillerie turque que les pro-Bachar ont été désorganisés. Mais quand même, ils ont de l'appui eux aussi. Le soir du 27 novembre, vers 20h, les lignes de défense des pro-Bachar sont brisés, et ces derniers se replient tous vers Alep. Alep, en plus d'être une ville de près de 2 millions d'habitants, est une ville qui relie Hama, Homs et Damas, via la route qu'on appelle la M5. Cette ville est d'une importance stratégique et logistique, car les rebelles peuvent profondément avancer dans la Syrie, et ainsi relancer la guerre civile. Perdre Alep serait comme rabattre les cartes. On fait un bilan très rapide des morts de la journée, environ 132 pour les deux camps, c'est pas mal, surtout pour une attaque surprise. La situation est dangereuse pour les soutiens de Bachar, mais elle n'est pas alarmante. Et c'est ainsi que se termine le premier jour de l'offensive. L'armée de Bachar se replie vers Alep. Le 28 novembre, vers 11h du matin, l'armée de Bachar envoie énormément de renforts vers Alep, que ce soit des tanks, des soldats ou encore des membres du Hezbollah.
Bon, ils n'ont pas encore atteint la ville, hein, mais les Russes, qui se sont enfin réveillés, bombardent les rebelles syriens, ce qui les fait ralentir, mais pas énormément. Ces derniers continuent leur progression et lancent une attaque sur la ville de Serakib. Cette ville est aussi d'une importance stratégique, car elle permet de prendre la route M5 dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, un cataclysme va arriver. Vers 13 h, les rebelles prennent la ville de Khan al-Assal, qui vient littéralement couper les forces pro-Bachar. Cette ville se trouve sur la M5. Ok, la situation est passée en quelques heures d'incertaine à grave. Les rebelles sont à littéralement 2 km d'Alep. Les forces de Bachar fortifient la ville du mieux qu'ils peuvent, envoyant tank sur tank sur tank et sur tank. Ce que vous voyez, c'est une photo prise par un groupe de reconnaissance rebelle de la ville d'Alep. Pendant ce temps, à l'est de la Syrie, les Turcs bombardent les Kurdes et les forces démocratiques syriennes. Bah oui, tant qu'à faire, autant tirer sur nos ennemis, personne ne sera là pour riposter de toute façon, même pas les Américains. Les Turcs en profitent aussi pour bombarder la base aérienne de Nayrab, aux mains des forces pro-Assad. Vers 19 h, les renforts tant attendus des pro-Assad arrivent enfin à Alep et aident à établir un périmètre défensif. Sauf que les rebelles sont à 1 km de la ville. Avec le soutien militaire turc, les forces d'HTC vont pouvoir y rentrer. Les Russes installés dans les bases de Minag et de Tel Rifat fuient vers 23 h. Et c'est ainsi que s'achève le second jour de l'offensive. La bataille d'Alep va débuter. Le 29 novembre 2024, à minuit 30, les forces russes continuent de bombarder non-stop toutes les positions des rebelles. Ce qui peut paraître fou, c'est que les Russes à côté, ils ont des avions, des drones, des forces spéciales, des milices. Et les Iraniens aussi, ils ont déployé des moyens considérables pour défoncer les rebelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils galèrent autant? Eh bien, je pense qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière. En 2022, Vladimir Poutine lance une opération spéciale en Ukraine. Après des mois de tensions diplomatiques, son armée est déployée dans une guerre éclair dans l'objectif d'écraser l'Ukraine. On parle alors de faire tomber Kiev, la capitale ukrainienne, en 3 jours. Mais cette offensive est un échec, et l'Ukraine résiste malgré les pertes colossales, et parvient même à lancer une offensive et récupérer la ville de Kherson aux forces russes. Plus de 200 000 habitants quand même. Afin de venir à bout de l'Ukraine, Poutine a décidé de changer son économie pour l'adapter à la guerre, grignotant des territoires ukrainiens au prix de très lourdes pertes, certes, mais qui permettent de s'enfoncer en Ukraine. Outre les sanctions économiques, la Russie a dû faire face à quelque chose que jamais j'aurais cru voir dans ma vie, la rébellion de la milice Wagner. Vous savez, ceux qui ont lutté violemment en Syrie pour soutenir la Russie, ils ont été envoyés se faire massacrer en Ukraine. Et leur leader, Evgeny Prigorine, n'a pas aimé. Bon, la situation a finalement été réglée en liquidant Wagner et ses têtes pensantes, mais quand même, c'est chaud. Et ça peut expliquer pourquoi ils ont autant de mal à calmer les rebelles syriens. L'armée de l'air russe, déployée en Syrie, est passée de 35 avions à 10. Alors, ça explique pas tout, hein. La Russie a largement les moyens d'intervenir en Syrie et de fracasser les rebelles. Je pense que c'est surtout dû au fait que Poutine s'est dit qu'il pouvait faire confiance à Bachar et aux Iraniens pour calmer la situation. En gros, il comptait sur ses alliés. Monumentale erreur. Les Iraniens et le Hezbollah sont sous amphétamine depuis déjà la mort du président iranien dans un accident d'hélicoptère, l'attaque d'Israël contre le Liban qui a défoncé le Hezbollah, la mort de leur chef spirituel Hassan Nasrallah et son successeur. Bref, vous l'aurez compris, les soutiens d'Assad sont dans la merde. Et les rebelles ont su, lorsque le Hezbollah avait signé un cessez-le-feu avec Israël, que l'occasion était trop belle pour ne pas foncer dans le tas. Bon, ça c'est dit, retour le 29 novembre. Il est 10 h du matin, l'HTC et les forces d'Assad s'affrontent au nord-ouest d'Alep. Les combats sont très violents, mais au bout d'une vingtaine de minutes, l'armée syrienne se replie dans la ville. HTC s'empare du centre de recherche militaire de la ville. Ils sont à ses portes. 20 minutes plus tard, à 10 h 48, les rebelles entrent dans la ville d'Alep. Malgré l'afflux incessant de renforts du régime syrien, les rebelles attaquent la ville par l'ouest et le sud. L'ANS pro-turc vient tout juste de rentrer dans la ville pour les aider. Autant vous le dire tout de suite, si Assad veut préserver Alep, il va devoir immédiatement établir des lignes de défense et canarder tout ce qui bouge. Sinon, les rebelles vont submerger la ville et ce sera trop tard. 3 heures plus tard, à 13 h 47, après d'intenses combats, les lignes de défense syriennes sont brisées par les HTC. Et les rebelles n'ont plus qu'à progresser dans la ville. En 1 heure, ils atteignent le centre-ville. À 15 h 24, les rebelles s'emparent de la ville de Serakib, et ainsi, la M5 qui relie Alep, Homs et Damas est aux mains des rebelles. Le commandant en chef des forces pro-Assad, le général Souley al-Hassan, fait déplacer le QG de l'armée syrienne à 25 km de la ville. Il fait évacuer toutes les bases, délocaliser les prisons et abandonne Alep? What?
Les mecs, ils ont mis 4 ans et 5 mois à prendre cette ville, et en 3 jours, ils l'abandonnent. Ils essaient même pas de se battre. C'est quoi ce délire? Ainsi, les rebelles progressent dans la ville, s'emparant du musée national, de l'hôpital, du QG militaire, de la mosquée, et vers 22 h, les Turcs et leurs soutiens lancent une offensive pour éclater ce qui reste de l'armée syrienne dans la ville, et en même temps, bien sûr, attaquer les Kurdes. À 23 h, HTC entre dans le centre-ville sans aucune résistance, et il s'en empare. 50 minutes plus tard, à 23 h 51, la ville, à l'exception des quartiers kurdes et de l'aéroport, est totalement tombée aux mains des rebelles. Le rideau se lève, et le 29 novembre 2024 s'achève par la victoire totale des rebelles sur les forces d'Assad. Poutine n'a pas réussi à prendre Kiev en 3 jours. Mais il a perdu Alep en 3 jours, voilà, ça c'est dit. Le 30 novembre 2024, à minuit, Bachar al-Assad demande d'urgence de l'aide à tous ses alliés de la région. L'Iran et la Russie bien sûr, mais aussi le Hezbollah, qui lui promet d'envoyer des troupes le plus vite possible. Ok, alors, le principal bilan qu'il faut établir avant de reprendre le fil, c'est à quel point l'armée de Bachar est nulle, mais nulle! Incapable de contrôler une région, incapable de la sécuriser, et surtout, mais incapable de la fortifier. Je veux dire, c'est si difficile que ça d'établir un périmètre défensif sur une ville, parce que je le rappelle, ça fait depuis 2016 que la ville a été perdue par les rebelles. Ça fait 8 ans qu'ils l'ont prise cette ville. Fallait se bouger le cul avant. Alors, comment on peut expliquer cette défaite? Déjà par des éléments factuels. L'armée de Bachar al-Assad est composée en majorité de conscrits, c'est-à-dire des hommes jeunes peu entraînés au combat et payés une misère. Leur solde, c'est comme ça qu'on appelle le salaire d'un soldat, est insuffisant pour vivre, et la plupart d'entre eux en ont marre de cette guerre. Je rappelle que la guerre civile a fait plus de 500 000 morts, et surtout, ça fait 13 ans que ça dure. Vous voyez les Ukrainiens qui sont épuisés et ont perdu le moral aujourd'hui? Bah dites-vous que eux, ça fait que 2 ans qu'ils sont en guerre. Rajoutez-en 11. Voilà, c'est ça l'armée syrienne. Malgré le soutien russe, bah, il faut reconnaître que psychologiquement, c'est plus possible pour un soldat de dire « je suis prêt à mourir pour Bachar ». Dans quel intérêt, quoi? Pourquoi faire? On apprendra d'ailleurs que la 47e brigade de la 11e division d'infanterie cherche à se rendre aux rebelles. Et ça n'étonne personne. Et vous voulez savoir le pire? Vraiment le pire truc que vous puissiez imaginer, c'est qu'il reste 8 jours de combat. Et donc, qu'est-ce que fait une armée lorsqu'elle sait qu'elle est dans une situation catastrophique et qu'elle n'a que très peu de chances de s'en sortir? Elle fuit, c'est logique. À 9h30 du matin, l'armée syrienne présente dans les alentours d'Alep bat en retraite sur la M5 et quitte complètement la région. On peut voir dans cette vidéo des engins motorisés avancer au même rythme que des tanks. C'est la preuve qu'ils sont complètement désorganisés. Normalement, même quand tu bats en retraite, les divisions n'avancent pas côte à côte. Elles devraient être les unes derrière les autres en fait. Je rappelle que Poutine a dépensé des milliards et des milliards de dollars pour entraîner cette armée, reconquérir les territoires syriens et surtout équiper les forces syriennes. Tout ça n'a servi à rien. C'est chaud quand même. Bref, on reprend le fil. Il est à noter que les Kurdes sont aussi présents dans la bataille d'Alep. Si je résume, on a les djihadistes d'HTC, les pro-turcs de l'ANS et les Kurdes. 3 assauts dans la même ville. Tous ces rebelles ont déjà réussi une immense victoire militaire. La deuxième ville du pays est prise et désormais, que faire? Faut-il rester dans la ville et fortifier les positions? Ce serait une excellente idée, car avec le revers que Bachar s'est pris, on peut être sûr qu'une contre-offensive va arriver. Ou alors, comme le pense Djoulani, et si on poursuivait notre attaque éclair jusqu'à Hama. Hama, c'est une ville syrienne qui se trouve à 120 km d'Alep, et les troupes de Bachar s'apprêtent à s'y réfugier. Mais c'est pas pour ça que Djoulani veut prendre la ville, c'est pour une toute autre raison. Et ça j'en ai parlé dans la première partie. En 1982, Hama était la ville où se trouvait un nombre important de membres de l'organisation des Frères musulmans. C'était une organisation musulmane très conservatrice. Hafez al-Assad combattait violemment cette organisation, et ainsi, le 2 février 1982, plus de 40 000 personnes, soupçonnées ou non d'être proches des Frères musulmans, ont été massacrées par l'armée syrienne. Et devinez qui est proche du mouvement des Frères musulmans et qui soutient les rebelles? C'est Erdogan, le président de la Turquie. Donc Djoulani pense qu'en prenant cette ville, il aura non seulement une victoire militaire symbolique, mais en plus il pourra renforcer ses alliés, donc on fonce sur Hama. Au même moment, les rebelles pro-turcs attaquent les forces kurdes présentes dans Alep et la ville de Tel Rifat. Ça ne perturbe pas l'offensive vers Hama, mais ça montre encore une fois que cette guerre est d'une complexité sans nom. À partir de maintenant, je vais plus me concentrer sur les attaques vers Hama jusqu'à la capitale. Voilà, il y a des attaques au même moment des forces pro-turques contre les Kurdes, mais je vais pas me concentrer dessus. Voilà, c'est pour éviter qu'on se paume complètement. Bref, là vous allez me dire, mais que font les Russes? Ils restent impassibles? Ils font rien les Russes? Sans déconner, ils bougent pas, ils ont du renseignement quand même, c'est quoi ce délire? Alors déjà les Russes, ils replient leurs avions vers la base de Hmeymim. Et si, ils mènent des attaques sur les rebelles.
dans la ville d'Alep. Vous savez, la ville où une grosse partie des rebelles viennent tout juste de partir. Et leur technique, c'est de bombarder des hôpitaux et des cliniques. Voilà, bon, c'est très russe, tu me diras, mais leur objectif, c'est de briser le moral des rebelles et contraindre les populations à se rendre. Et ça marche pas, parce que les rebelles ont libéré la deuxième ville du pays, et que la technique d'HTC pour contrôler une région, c'est littéralement de la libérer, sans imposer, on va dire, une espèce de gouvernement ou de mettre une police militaire. C'est pas ça la technique d'HTC. La technique d'HTC, c'est de dégager les forces d'Assad, puis ensuite continuer sur le front. Donc ça marche pas du tout, en fait, la technique russe de bombarder les civils. En fait, plus ils bombardent, plus ça les galvanise, ça fait comprendre aux Syriens que si tu t'éloignes de Bachar, tu te fais bombarder sans aucune raison. Les Russes restent braqués sur leurs anciennes stratégies et n'attaquent pas les rebelles syriens qui foncent vers Hama. C'est bête en vrai quand tu y penses. De par le repli de l'armée syrienne, les rebelles ne rencontrent aucune résistance et poursuivent leur chemin. On pourrait presque dire que c'est un road trip à ce stade. 6 heures plus tard, à 15 heures, progressant vers la M5, les rebelles atteignent la ville de Morek, qui se situe à 30 km de Hama. À 15h40, ils atteignent Teibat Halimam. Ils ne sont plus qu'à 20 km de la ville. Et dans un mouvement incompréhensible, vers 17h, l'armée de Bachar quitte Hama. Mais c'est un délire, ils font exprès. Surtout qu'ils nient quand on leur pose la question. Non, vous savez quoi, je vais arrêter de commenter, je vais juste décrire. 1h30 plus tard, à 18h30, les rebelles entrent dans Hama. Et 4 minutes plus tard, ils prennent la ville. Je sais même plus quoi dire. Les rebelles ont capturé 120 km en 7-8 heures. C'est pas mal, c'est un tout petit peu moins qu'un Paris-Rouen, je crois. C'est 135 km si je dis pas bêtise. Terrible, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit là. Bon, malgré la prise de contrôle de la ville par les rebelles, ces derniers ne sont pas assez nombreux pour relancer l'offensive, et ils se replient. Je crois que c'est le seul point positif pour les pro-Bachar. Au même moment, au sud du pays, des manifestations anti-gouvernement ont lieu dans la ville de Deraa. Cette ville aussi est d'une importance symbolique, car c'est ici que les premières manifestations ont eu lieu en 2011, et ça j'en ai déjà parlé aussi dans la partie 1. Pour l'heure, il est 18h, et les offensives venant de Syrie se calment enfin. On peut passer au jour suivant. Le 1er décembre 2024, vers 6h du matin, les rebelles capturent la ville de Safira et son important stock d'armes et de munitions. Pratique pour lancer une offensive. Au même moment, à Tel Aviv, Israël observe la situation syrienne. Ces derniers sont déjà très surpris de l'avancée et de la tournure des événements, et ils posent le pour et le contre. Si jamais Bachar venait à partir, comment il faudrait réagir? Pour l'instant, on ne sait pas ce que vont faire les sionistes. Tout au plus, ils envisagent d'intervenir, mais on n'en sait rien. Les bombardements russes s'intensifient dans la périphérie d'Hama, et les rebelles commencent à se replier. Ils abandonnent Teibat Halimam et Soran, qui sont à 30 km de Hama. Les pro-Assad se disent « Ouf, ça y est, on peut souffler. Les rebelles ont été trop gourmands, ils sont allés trop vite. Maintenant, ils se replient. La situation tourne à notre avantage. » À 11h48, une délégation syrienne est envoyée à Ankara, en Turquie, avec pour objectif de négocier un cessez-le-feu. Maintenant que les rebelles et les forces du régime ne s'affrontent plus, c'est bon, on peut discuter. On est au statu quo, non? Alors, c'est vrai, mais il y a un truc que je vous ai pas dit. C'est que la Turquie d'Erdogan, oui parce que ça se dit Erdogan, avait en septembre voulu négocier avec Bachar pour justement mettre fin à la guerre, et surtout l'implication de la Turquie dans le conflit. Alors, c'est pas que Bachar a refusé, c'est qu'il a même pas répondu à Erdogan. Oh là 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 là, mais le pire, c'est que, alors ça j'en suis pas sûr, hein, mais je pense que Bachar s'est dit, moi je discute pas avec des terroristes, la Turquie soutient les terroristes, bah je discute pas avec des terroristes. Ah là 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 là, monumentale erreur, ça marche pas comme ça la géopolitique. Toujours est-il que le 1er décembre 2024, la Turquie, qui a mal digéré le silence des Syriens, refuse de répondre à l'appel du gouvernement. Pire, quand on leur demande si les deux pays discutent, Ankara réfute, affirmant qu'il n'y a aucune discussion actuellement entre eux et les Syriens. Dans l'après-midi, voyant que les négociations n'avancent pas, l'armée syrienne se prépare à une contre-offensive. Et on peut précisément situer leur position. La bataille pour Hama va débuter. À 22h, de nombreuses négociations diplomatiques ont lieu. Les Britanniques et les Américains ont accordé leur confiance en la Turquie pour stabiliser la zone. Du côté de Bachar, l'Iran et l'Égypte et les Émirats arabes unis ont appelé à soutenir Assad. Ah, et je parlais des États-Unis, ces derniers, aidés par les rebelles planqués en Jordanie, lancent une offensive contre les forces du régime, parce que tant qu'à faire, autant foutre le plus le why possible.
La situation dans le désert syrien est complètement bordélique. Entre d'un côté les pro-Assad, les rebelles qui se mettent sur la gueule, la guerre a bien repris de plus belle, ça c'est sûr. Ce qu'il faut résumer du 1er décembre, c'est que le jeu des alliances diplomatiques a repris. Une future offensive va sûrement se dérouler non loin de Hama. On peut se coucher, la bataille aura lieu demain. Le 2 décembre 2024, les différentes nations du monde appellent à calmer la situation et surtout trouver une solution pacifique pour mettre fin au conflit. La peur principale de l'ONU, c'est de se retrouver dans une situation où, une fois le régime syrien effondré, il n'y ait plus d'administration et le pays quasiment rayé de la carte, transformé en un immense bordel anarchiste. Mais bon, comme d'habitude à l'ONU, on propose des solutions, mais concrètement, sans intervention militaire, on fait pas grand chose. Les Américains continuent de faire avancer leurs pions contre Assad, tentant de capturer la ville de Deir ez-Zor, ville très importante en Syrie, car c'est là que se trouve une importante raffinerie de pétrole. Ah là là, les Américains, ils changeront jamais. Les Turcs s'en prennent violemment aux rebelles kurdes, tentant de les encercler. Un truc que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est qu'en se repliant comme des lâches, les forces syriennes abandonnent du matériel, notamment anti-aérien, qui servent ensuite aux rebelles. Bah, c'est du grand n'importe quoi. Vers 11 h du matin, les forces syriennes débutent officiellement leur contre-offensive à Hama, avec une intense série de bombardements. Ces derniers répliquent avec des drones kamikazes qui explosent notamment dans des infrastructures militaires de la ville d'Homs, dont on reparlera plus tard. Vers 18 h, la DCA syrienne se retrouve en difficulté. Les rebelles bombardent intensément la ville d'Arma avec des drones. Les combats sont brutaux et les localités changent de drapeau presque toutes les minutes. La défense rebelle, malgré les attaques répétées des pro-Assad, tient bon. Les combats vont durer toute la nuit. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر. الله أكبر. Le 3 décembre 2024, la contre-offensive des pro-Assad affiche son premier bilan. C'est un fiasco. Les soldats meurent et désertent en masse, tandis que les Américains reprennent leurs offensives à l'est du pays. C'est précisément là que Moscou, pour la première fois depuis 2015, observe la situation et se dit ça pue, parce que les mecs ils ne font que bombarder non-stop H24 les positions rebelles, et pourtant, non seulement les rebelles y tiennent toujours, mais en plus, les contre-attaques d'Assad ne servent à rien. Vers 10 h du matin, grâce aux renseignements et aux espions rebelles présents dans la région du Latakié, on apprend que les Russes envisagent une évacuation de leur base. Je sais pas si tu te rends compte d'à quel point c'est symbolique. C'est grâce aux Russes que Bachar s'est maintenu au pouvoir en Syrie. Et là, ils viennent tout juste d'envisager de partir. Vers midi, les rebelles lancent une contre-offensive sur Hama. Les djihadistes de HTC prennent de court les forces d'Assad en contournant leur ligne de défense. Ces dernières, brisées après plus de 24 heures de combat, se replient de leur position. Quelle humiliation! Ah, et sinon, tandis que les rebelles sont aux portes d'Hama, un des chefs du parti SSNP, le parti social-nationaliste syrien, un parti nazi quoi, est tué dans les combats dans la contre-offensive. Il était du côté d'Assad, hein, donc voilà. C'est la dernière news de la journée. On va pouvoir entamer le 4 décembre. Le 4 décembre 2024, pendant toute la matinée, les dernières forces de l'armée syrienne encore en forme repoussent une attaque à Zayn al-Abidine. Dès l'après-midi, grâce à du renfort venu tout droit d'Alep, les HTC relancent l'offensive et pendant toute l'après-midi, ils vont avancer et à chaque fois gratter du territoire. Vers 20 h, les rebelles attaquent directement la ville d'Hama. Alors, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la ville, car il y a une énorme coupure internet. C'est pas une blague, c'est la vraie raison. Tout au plus, on sait que la bataille a lieu ce soir, et que les Russes appuient la défense syrienne par des envois de missiles balistiques. Mais c'est tout. Et ainsi, la nuit tombe. Le 5 décembre 2024, un nouveau jeu de la diplomatie arrive. Cette fois-ci, ce sont les États-Unis qui, tôt le matin, demandent aux Turcs de réduire leur soutien aux forces rebelles présentes à l'est du pays. Je le rappelle, les Américains soutiennent les Kurdes et les Turcs les combattent. Encore une fois, c'est pour la stabilité de la région que les Américains agissent. Ça plus le fait que des rebelles désorganisés, c'est jamais bon pour la stabilité d'une région.
Mais les Turcs refusent d'écouter les Américains. Le ministre des Affaires étrangères turc déclare « Nous ne permettrons pas à l'organisation terroriste du PKK, donc les Kurdes de la région, constituant une grave menace pour l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie, ainsi que de la sécurité de notre région, de profiter de l'instabilité de la région. » De retour vers Hama, vers 10 h du matin, les rebelles lancent plus que jamais une dernière grande offensive sur la ville. Le mont Zayn al-Abidin, repris par les forces syriennes, est de nouveau perdu après 2 jours de combat. À midi, les forces rebelles pénètrent dangereusement la ville d'Hama, prenant la prison centrale. Les forces syriennes n'ayant pas eu le temps d'évacuer la prison à temps, tous les détenus sont libérés. Près de 3000 individus. Acculés par la contre-offensive rebelle, l'armée syrienne fuit la ville. C'est un sketch, c'est pas possible. Ils se foutent de ma gueule, là. Quelques minutes plus tard, à 13 h 36, les rebelles prennent officiellement toute la ville dans leur giron. HTC a officiellement pris la seconde et la 4e plus grande ville de Syrie. En plus des assauts frontaux, les rebelles tirent aux drones kamikazes dans la capitale, Damas. Ils le font pour 2 raisons. La première, c'est faire comprendre au gouvernement syrien que oui, ils sont capables d'attaquer jusque-là, et surtout, quel est leur futur objectif. Mais attention, il reste encore une ville dans la M5 avant d'arriver jusqu'à Damas, et pas des moindres. Il s'agit de Homs. Cette ville est le carrefour entre la Syrie, le Liban, la mer Méditerranée, le désert et la capitale. Si cette ville venait à tomber, le régime syrien s'effondrerait sans aucun débat. Depuis le début de la guerre civile, Assad et ses alliés ont tout fait pour qu'elle ne tombe jamais. La ville est fortifiée, et très honnêtement, ici, le 5 décembre 2024, je ne voyais pas comment les rebelles pouvaient prendre cette ville. Je veux dire, c'est la ville dont dépend la survie du régime syrien. Les Russes et les Iraniens vont tout faire pour... Attendez, on me dit que le Hezbollah va envoyer une centaine d'hommes pour sauver la situation. Ouais, non, c'est bon, ils veulent perdre, j'ai rien dit. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Désolidarise. En tout cas, j'ai plus rien à voir avec eux. J'ai pas le mot désolidise. Ouais, j'ai... Nique sa mère. Ouais, voilà. Ils se sont retranchés dans leur base. Ouais, et les Iraniens, on sait pas ce qu'ils foutent. Bon, bah, rien pour arrêter les rebelles. Vers 16 h 44, les forces rebelles, après avoir repris Hama, lancent une offensive de leurs troupes sur la M5. Objectif, Homs. Pendant ce temps, les civils fuient la ville en masse et se dirigent vers l'ouest du pays, la région du Latakié. On va finir ce 5 décembre par une vidéo montrant des habitants d'Hama déboulonnant une statue d'Hafez al-Assad. Le 6 décembre 2024, les cartes syriennes ont complètement été rabattues. Désormais, le régime d'Assad, qui juste avant dominait une grande partie du pays, est dans un état critique. Si la ville d'Homs venait à tomber, son autorité serait immédiatement contestée. On parle alors éventuellement d'un coup d'état militaire. À 8 h 20 du matin, les rebelles d'HTC se lancent déjà dans l'offensive, mais là, précisément à 8 h du matin, un cataclysme va arriver. Quelque chose que le régime syrien n'avait absolument pas anticipé. Au sud du pays, dans la ville de Deraa, des forces rebelles sortent de leur cachette et attaquent directement les soldats d'Assad. Comme je l'ai dit, c'est de là qu'est partie la révolution syrienne, par la mort du petit Hamza al-Khatib. Tout le monde est pris de court, les Américains, les Turcs et même les Israéliens. Les mecs qui surveillent le Moyen-Orient comme du lait sur le feu et ils n'ont pas vu venir ça. Surtout que les rebelles, en plus d'avoir créé un autre front que personne n'a vu venir, eh bien ils sont à la frontière avec l'État sioniste. À partir de maintenant, l'état-major syrien décrète un repli général de la quasi-totalité de ses hommes, non pas vers Homs, mais vers Damas, la capitale, dans le but d'organiser la défense de la ville, une sorte de baron d'honneur pour mourir en héros. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de Bachar al-Assad. On sait qu'il est toujours en Syrie, sûrement dans son bureau, mais au-delà, on n'en sait pas plus. Tout à l'heure, je vous parlais de la ville de Deir ez-Zor et ses champs de pétrole que convoitent les Américains. Eh bien, les forces de Bachar abandonnent la ville. Yes! Après Deir ez-Zor, c'est carrément la province de Raqqa qui est évacuée.
Il est 10h40 du matin et HTC se rapproche très dangereusement de la ville d'Homs. Ils vont entrer en contact avec des chefs de l'armée syrienne et vont tenter de négocier leur reddition pour que Homs soit prise sans résistance. Au même moment, les troupes de Bachar qui se sont planquées dans les provinces côtières préparent une offensive pour sauver Homs. À midi, Erdogan fait une déclaration. L'objectif des opposants est Damas. Nous avons adressé un appel à Assad. Mais malheureusement, nous n'avons reçu aucune réponse. Idlib, Hama, Homs et bien sûr Damas. L'avancée de l'opposition se poursuit. Nous espérons que cette progression en Syrie continuera sans incident. Fallait négocier. Voilà, faut jamais sous-estimer Erdogan, l'homme le plus rancunier du monde derrière Georges Clémenceau. Je vais t'enculer avec le flot de Gilbert Montagnier. Pauvre Bachar, j'ai presque envie de le plaindre, mais bref. À midi 16, les forces rebelles entrent dans la ville d'Homs. La bataille pour la ville vient tout juste de commencer. Les rebelles du sud, quant à eux, prennent les armes abandonnées par l'armée syrienne, comme des munitions, des flingues et des tanks. Une vraie débâcle, mais quel enfer! Les dernières forces syriennes présentes à Dera se rendent aux rebelles. Puis, à 13h47, une nouvelle tombe dans l'ambassade russe. C'est pas forcément une nouvelle extraordinaire, hein, limite elle paye pas de mine, mais le symbole que ça représente, à 13h47, l'ambassade russe demande à ses citoyens de quitter immédiatement la Syrie. Quel échec pour Moscou! Vous imaginez? Ils ont investi des milliards de dollars pour la sauvegarde du régime d'Assad, restaurer son armée, intervenir militairement et bombarder des civils en se faisant passer pour des héros qui combattent l'État islamique pour absolument rien! Et en plus, leur image de puissance alternative à l'Occident qui préserve l'indépendance et la culture des nations non alignées éclate complètement. Ils sont pas capables d'aider un pays et quand ils s'en rendent compte, ils se barrent en courant. Tu vois, c'est précisément là que j'ai compris que le régime n'allait pas tenir une journée de plus. Au pire quelques heures. Parce que sans la Russie, c'est juste impossible. On peut même voir les Russes rembarquer leur système de défense anti-aérien. Toujours au sud du pays, vers 16h36, les Druzes rejoignent les rebelles et prennent les armes avec eux. Ah, et les Iraniens, ils sont devenus quoi ? Bah, c'est officiel, ils ne considèrent plus les rebelles comme des terroristes, mais comme des groupes armés. C'est comme ça que la télévision iranienne les nomme désormais. Et ils ne font rien pour arranger la situation. À 21h30, les rebelles aux portes de Homs lancent un dernier appel à se rendre, avant de lancer une très grande offensive dans la ville. À 22h, les rebelles syriens du sud lancent une offensive pour prendre la ville de Dera. Elle va tomber en 14 minutes, sans aucune résistance. À 23h, ces mêmes rebelles annoncent que le prochain objectif, c'est Damas. Alors, il ne reste plus que 2 cartes pour Bachar, Homs et Damas. S'il en perd une, c'est la fin de son régime. Je tiens à vous rappeler quand même que l'offensive des HTC, elle a eu lieu il y a même pas 10 jours. En 10 jours, Bachar est passé de « je dirige une grande partie de la Syrie, écoutez-moi parce que je suis le boss » à « je suis presque fichu ». Mais va-t-il réussir à préserver son trône? Et s'il échoue, comment cela va se passer? C'est ce que je vous propose de voir dans le dernier jour de cette histoire. Alors techniquement, c'est l'avant-dernier, mais vous allez comprendre. Le 7 décembre 2024, Damas se prépare à un combat intense avec les rebelles syriens. La garde républicaine, ainsi que la 25e division d'infanterie et la 4e division blindée, sont actuellement dans la capitale. On n'a aucun doute sur le fait que la garde se battra jusqu'à la mort pour protéger le régime syrien. Maintenant, pour protéger Bachar, ça, point d'interrogation. Vers 5h du matin, les Iraniens font évacuer les dernières forces présentes dans le pays, ainsi que son ambassade. La plupart de ces soldats ont soit rejoint le Liban, soit se sont barrés à Téhéran. À 10h14, les rebelles présents vers Homs se préparent à attaquer la ville. Ils font leur dernière préparation, chargent leurs armes et s'apprêtent à se lancer. À l'est du pays, les rebelles prennent le contrôle de la ville de Palmyre. Cette capture est une véritable humiliation pour la Russie.
Et oui, on peut encore faire pire. Palmyre furent conquises par les Russes en 2017, écrasant l'État islamique dans les environs. Pour marquer le coup, les soldats de Wagner avaient fait jouer un orchestre dans les ruines antiques de la ville. C'était une prise symbolique de l'impérialisme russe, qui les mettait en avant et faisait comprendre au monde entier qu'il ne fallait surtout pas faire chier Vladimir Poutine. La ville s'est rendue en quelques minutes. Voilà, le soft power russe est balayé. À 10h40, la totalité des forces syriennes présentes dans le désert du pays battent en retraite. Elles ont un objectif, rejoindre la capitale pour une ultime bataille. Le truc, c'est que elles sont vachement loin, ces divisions, et elles auront pas le temps d'attendre Damas d'ici quelques heures. Impossible. Quelques jours, à la limite, pourquoi pas. D'autant plus que parmi les troupes sur place, il y a des Russes, et ces soldats n'ont qu'une seule envie, c'est évacuer, pas aller se battre. Le seul moyen de sauver ces soldats, c'est de conserver Homs pour éviter qu'ils se fassent coincer et meurent dans le désert. Et en parlant du désert, vers 11h du matin, les Américains dans le désert syrien, aidés de leurs rebelles, lancent une offensive contre ces troupes qui tentent désespérément de rejoindre Damas. Ce qui les ralentit, puisqu'ils doivent mettre des lignes de défense pour éviter de se faire canarder. À 12h30, les choses s'accélèrent. Les unités de reconnaissance rebelles au sud du pays montent sur la capitale. À 13h, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, rejoint ses collègues du Qatar, de l'Iran et de la Turquie, à Doha, pour parler de la situation et surtout l'avenir de la Syrie. Mais bref, le jeu diplomatique reprend. Au même moment, les rebelles situés à la périphérie de Homs passent enfin à l'offensive. Objectif, capturer la ville stratégique dont dépend la survie du régime. Mais, et c'est là que l'histoire devient complètement folle, en fait la survie du régime ne dépend plus de Homs, mais de la capitale. Les rebelles du Sud lancent aussi une offensive pour aller jusqu'à Damas. Bachar est littéralement pris en sandwich entre les rebelles du Sud et du Nord. Et les renforts de l'armée syrienne sont toujours bloqués dans le désert. C'est chaud quand même. À 13h47, les unités de reconnaissance rebelles sont à 10 km de Damas. Les Russes demandent à Bachar et son gouvernement de chercher à discuter avec les rebelles pour éviter un bain de sang à Damas. Ils restent fermés à toute tentative de dialogue avec ces infâmes terroristes. Ça lui sera fatal. Une heure plus tard, à 14h45, les rebelles du Sud progressent vers Damas, tandis qu'à Homs, l'armée syrienne se fait dégommer par les HTC. La bataille pour Damas est désormais imminente. Sur cette vidéo, qui se situe dans la capitale, vous pouvez voir des militaires syriens en train de tronquer leurs uniformes contre des vêtements civils, pour se fondre dans la masse. Bon, je pense surtout qu'ils prennent des vêtements civils pour s'enfuir en se faisant passer pour des civils, mais ça c'est autre chose. À 15h30, les forces de l'armée de l'air israélienne sont toutes sur le qui-vive. Désormais, ils savent que Bachar ne tiendra pas, alors autant profiter de la situation pour prendre le plateau du Golan, et bien sûr, s'assurer que la Syrie ne soit pas en capacité de combattre. Sacré bordel. Vers 16h, Erdogan menace les Kurdes dans l'est du pays, assurant qu'il va bientôt contre-attaquer, afin de stabiliser la région. Au même moment, à Homs, où la situation est de plus en plus critique pour l'armée syrienne, une importante colonne de renforts arrive. Quel soulagement! Ah non, ce sont des rebelles, j'ai rien dit. Et puis, à 16h26, les rebelles syriens, non loin de Damas, aperçoivent la prison de Sednaya. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que je souhaite qu'elle reste tout publique. C'est une prison qui fut ouverte en 1987, donc à l'époque d'Hafez, et elle était conçue pour torturer et tuer le plus de personnes possible, souvent des membres de l'opposition, ou bien juste des pauvres gens qui ont mal parlé une fois à un soldat, le tout dans des conditions inhumaines, et c'est un doux euphémisme. Bon, si vous voulez savoir, une fois les rebelles entrés dans la prison, ils ont libéré absolument tout le monde, et surtout, la libération de la prison a été intégralement filmée. On voit des choses dans ces vidéos que j'imaginais pas voir au XXIe siècle, très sincèrement. J'ai pensé à faire une vidéo entière sur le sujet, mais je vous avoue que... Je sais pas, je sais pas si ça vous intéresse, et moi, honnêtement, je sais pas quoi en penser. Si malgré tout ce que je viens de vous dire, vous n'êtes pas effrayé, vous pouvez aller dans la description, j'ai mis un lien vers un thread Twitter qui détaille presque toute l'histoire de la prison. Âme sensible s'abstenir, hein, je préviens. Bon, retour le 7 décembre. À 16h20, sur Flight Radar, un site qui permet de suivre en direct le vol des avions de ligne, on aperçoit un jet privé fuir Damas et arriver soit au Qatar, soit à Téhéran. On pense qu'il s'agit de Bachar qui s'échappe, mais on découvrira un peu plus tard qu'en fait il s'agissait de sa famille qui, elle, s'est enfuie en Iran. Vers 17h, l'armée syrienne se fait massacrer à Homs. La ville est complètement submergée par les rebelles. Une demi-heure plus tard, les rebelles du sud du pays ont atteint Douma. Vous vous rappelez quand je disais que Bachar avait balancé du gaz sarin sur sa population? C'était à Douma. Nouvelle victoire symbolique pour les rebelles. Ah, et parce qu'il faut le mentionner aussi, parce qu'une merde n'arrive jamais seule, elle arrive toujours en escadrille, Israël mène des énormes frappes pour anéantir l'armée de l'air syrienne, y compris leur stock de gaz chimique, ce qui cause des dizaines et des centaines de morts. Comme d'habitude, c'est Israël, ça étonne personne.
Une heure plus tard, vers 18 h, l'armée syrienne nie complètement la situation désespérante dans laquelle elle se trouve, déclarant que tout va bien, c'est juste un repli pour prendre de l'élan, et que bientôt nous allons reprendre les localités conquises par les rebelles. MDR. À 19 h 36, Bachar al-Assad est introuvable. La garde républicaine et ses ministres n'ont aucune idée d'où il se trouve, et il commence à évacuer sa résidence personnelle. Ce qui veut peut-être dire qu'à ce moment-là, Bachar a quitté la Syrie. À 21 h, les rebelles progressent à une vitesse fulgurante dans Homs. Prise au dépourvu, une demi-heure plus tard, l'armée de Bachar fuit la ville dans une déroute totale, abandonnant tout matériel sur leur chemin. Une fois Homs perdu, c'est fini. Le régime s'effondre. À 22 h 36, Homs tombe. C'en est fini. Désormais, Assad ne peut plus sauver son régime. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 15 décembre 2024, et il est 5 h du matin. Voilà le bilan que je peux vous donner aujourd'hui. Le régime tyrannique de Bachar al-Assad n'a littéralement tenu qu'une dizaine de jours, soit 2 pauvres semaines. Cela est dû à l'abandon de ses alliés, le faible soutien de son armée pour combattre les rebelles. La dictature de la famille Assad a tenu plus de 54 ans, avant de s'effondrer pitoyablement. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Plus personne ne soutient Bachar. Hafez doit se retourner dans sa tombe vu ce qu'il a fait de son pays. C'est pas compliqué du point de vue syrien, rien n'est pire que Bachar, parce qu'ils ont littéralement connu 13 ans de guerre civile avec des massacres, des tortures et une prison qui a choqué la totalité de la population par sa brutalité. L'effondrement était inévitable. Le régime était tout simplement maintenu sous respiration artificielle depuis 13 ans par la Russie et ses alliés, qui ont subi une énorme défaite dans la région. Décidément, c'est pas une bonne année pour l'Iran, entre le Hamas qui se fait trucider, le Hezbollah qui prend cher, leurs missiles qui sont nuls à chier, et Bachar, leur plus fidèle allié, qui se fait liquider. Bon, la République islamique a connu des jours meilleurs, et bien sûr, j'oubliais leur président qui est mort dans un accident, bref. Alors, que peut-on conclure de tout ça, de tout ce merdier? Eh bien déjà, c'est la première fois depuis le printemps de Damas, donc en 2001, que le pays, la Syrie, retrouve enfin l'espoir. L'espoir de vivre en paix, avec une stabilité politique et économique, et un régime plus libéral, moins répressif, et qui saura écouter ses citoyens. Mais ça, ce sont des espoirs. Les actions, c'est autre chose. Par exemple, le nouveau gouvernement syrien, qui est provisoire, promet de stabiliser le pays, de respecter les minorités, et ils prennent des actions concrètes. Par exemple, ils vont respecter Noël pour cette année. Ils vont changer le modèle économique du pays, qui sera basé sur le libre-échange capitaliste. Il y a aussi un décret qui dit que le nouveau régime n'imposera aucune tenue aux femmes, mais en même temps, ils annoncent que le pays va progressivement adopter la charia. Voilà, ils promettent aussi des élections, une fois le pays stabilisé, c'est-à-dire, parce que les Kurdes ils se battent toujours contre les Turcs, les Russes sont toujours dans le coin, voilà quoi. Et bien évidemment, l'État islamique a de très grandes chances de ressusciter. Si vous voulez savoir la composition actuelle de la Syrie, la voici. En gros, le gouvernement contrôle tout le pays, sauf l'Est qui appartient encore aux Kurdes.
que Erdogan veut défoncer. À l'heure où je vous parle, il y a des négociations pour que les Kurdes intègrent le nouvel État syrien. Il y a des pillages qui ont lieu dans les administrations, des massacres contre les populations alaouites, dont faisait partie la famille Assad, et aussi contre des gens qui ont collaboré avec l'ancien régime. Les nations du monde entier reconnaissent la souveraineté de la nouvelle République syrienne. Elle n'a pas encore de constitution ni de président, et surtout, le gouvernement est contrôlé par l'Ayat Tahrir al-Sham. Djoulani n'est pas au pouvoir, mais nul doute qu'il fait pression sur le nouvel État syrien pour le contrôler. En fait, c'est trop tôt pour faire un bilan. D'ailleurs, je le rappelle, la guerre civile n'est pas du tout terminée. Elle est sur la fin, mais c'est pas fini. Attention. Alors, comme vous l'entendez peut-être à la qualité du micro, il s'est passé un petit temps entre le moment où j'ai enregistré la première partie et cette partie-là, qui est du coup la toute dernière partie de ma vidéo sur la Syrie. Nous sommes le 3 février 2025 et j'avais envie de vous donner une petite actualité sur qu'est-ce qui s'était passé en Syrie, tout simplement, voilà. Parce qu'il y a littéralement 2 mois qui ont séparé la première partie de la vidéo à cette conclusion. Alors, premier grand changement, c'est que Al-Djoulani, déjà ne s'appelle plus Al-Djoulani, il s'appelle Ahmed Al-Shara, c'est l'ancien nom qu'il avait avant de rejoindre l'État islamique, et il est devenu président de la Syrie. Enfin, il s'est nommé président de la Syrie, un président de transition. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, je ne suis pas votre président, je suis votre serviteur. Il annonce que le gouvernement syrien et le futur de la Syrie sera plus inclusif, c'est pas une blague, c'est le mot qu'il a employé, inclusif, vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des religions qui sont présentes dans la Syrie, et il compte réunir justement les peuples syriens, y compris les Kurdes. En parlant des Kurdes, il y a eu des négociations pour que les Kurdes puissent rejoindre la Syrie. Parmi les propositions qu'a faites Al-Shara, il y avait entre autres qu'ils pouvaient avoir une certaine autonomie, qu'ils allaient avoir un statut particulier, mais les Kurdes ont refusé parce qu'ils veulent avoir une part économique des revenus du pétrole. C'est pas une blague, c'est vraiment la seule raison, parce que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la nouvelle Syrie, elle veut un libre-échange complet, et du coup ça ne correspond pas à ce que veulent les Kurdes. Le problème c'est que actuellement, comme vous le savez peut-être, Donald Trump, il est en train d'abandonner justement les Kurdes, et d'ici là, c'est très probable que la Turquie vienne péter la gueule aux Kurdes, et ensuite redonne le territoire à la Syrie. Aussi, concernant les nouveaux alliés de la Syrie, eh bien, on a évidemment la Turquie de Erdogan, il va absolument pas l'envoyer chier ces gens-là, ce sont des gens qui peuvent largement l'aider. Ils ont promis, les Turcs, de reconstruire la totalité des routes et des infrastructures syriennes. Voilà, c'est pas mal. On a aussi l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, globalement tout le monde applaudit le nouveau gouvernement syrien. Concernant les ennemis du gouvernement syrien, il y en a quasiment plus. Il y a quelques cellules souches qui appartenaient, qui étaient des pro-Bachar, qui se sont complètement effondrées. Il y a eu quelques attaques, mais ça n'a pas abouti. Il reste l'État islamique, qui s'est pris quelques bombes dans la gueule récemment. Concernant l'Iran, alors l'Iran c'est très simple, le gouvernement syrien lui a tourné le dos. Voilà. Actuellement, c'est plus un pays qui compte pour eux, ils en ont plus rien à foutre. Voilà. Concernant la Russie, alors pendant un temps, on a pensé que la Russie allait conserver ses bases, notamment la base de Khmeimim et la base de Tartous, mais finalement, les négociations ont échoué et ils sont obligés d'abandonner la région. Voilà, donc officiellement, l'accord qu'avait signé Poutine avec Bachar, qui disait que le gouvernement syrien a autorisé la Russie à rester sur le territoire pendant plus de 50 ans, est complètement caduque. C'est terminé. Les Syriens sont très pragmatiques vis-à-vis de la Russie, et vice-versa. Voilà, ce ne sont plus des alliés, c'est terminé. Voilà, le futur syrien, je ne pensais pas devoir dire ça un jour dans ma vie, s'annonce très positif. Il y a encore des défis à relever, l'inflation qui est catastrophique, l'économie qui n'a plus aucun sens. Il y a aussi les cultes de la personnalité, d'ailleurs Al-Shara a demandé explicitement à ce que personne ne célèbre sa venue, voilà, il veut pas être vu comme un héros, il veut être vu comme un président de transition. Et voilà, grosso modo, l'avenir de la Syrie. Je vous jure que ça a été une des vidéos les plus bordéliques de la chaîne. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, mais... Alors, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, tout ce que vous voulez, et on se retrouve très prochainement, parce que maintenant que j'ai fini cette vidéo, c'est bon, on peut passer à autre chose, pour de nouveaux projets, et notamment les projets que j'ai foutus en stand-by. Voilà, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, bonsoir à tous, et à la prochaine.